Tout est dans le silence. En fait, je pense qu'on a peut-être mal considéré le silence comme l'opposé du bruit, alors que le silence fait partie du bruit. Et ça, c'est toute notre dualité qui, à chaque fois, on a opposé les choses, alors que pour moi, les choses font partie l'une de l'autre. C'est deux faces différentes d'une même chose, mais ça fait totalement partie intégrante. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et vous savez qu'à chaque fois, on cherche un titre, on cherche une accroche, on cherche quelque chose qui est susceptible de vous interpeller, vous donner envie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le son de l'âme? Guérir l'âme par la musique? On pourrait dire la pianiste de l'âme, du concert à l'éveil spirituel. Vous l'aurez compris, on parle d'un côté de spiritualité, on parle de musique aussi, mais une musique avec un grand M, parce que là, on est dans d'autres sphères. Et on va voir ça avec mon invitée. Elle s'appelle Hélène Tissmann, elle est installée confortablement, je l'espère, sur les canapés. Bonjour Hélène. Bonjour, magnifique entrée, magnifique prélude. Ouverture parfaite. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci de ta confiance. Merci. Alors, je vais vous dire, d'abord, je tutoie Hélène pour la simple et bonne raison, c'est que je considère qu'à partir du moment où je l'ai vue sur scène, je peux la tutoyer. Voilà. J'adore. J'ai vu Hélène sur scène, pianiste virtuose, et je t'ai vu lors de la prestation avec cet événement au Grand Rex qu'avait organisé Arnaud Rioux, avec tous ces chamans et autres. Et je me suis dit, il y avait un magnifique piano à queue. C'était un piano a toujours l'air magnifique en général. Ouais, un piano sur une scène. Non, mais celui-là, il est. Je crois que c'était bien un Steinway. C'est un Steinway, qui est vraiment le piano, un des pianos de référence. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'un piano vient faire dans une dimension spirituelle comme ça, et pourquoi et comment. Et je vois arriver Hélène, et il y a entre le moment où tu rentres sur scène, ou même le moment où tu fais les répétitions, et le moment où tu te mets au piano, on sent que tu es habité et transcendé, quoi. Vraiment. Et là, la prestation était magnifique, évidemment. T'en gardes un bon souvenir de ce Grand Rex? Magnifique, très, très étonnant, parce que moi, ça m'ouvre d'autres perspectives. C'est pas du tout un concert, justement. C'est vrai. Mais t'as déjà tout résumé. En fait, finalement, merci, on a déjà tout dit, dans la mesure où peut-être les gens n'ont pas assez conscience qu'un musicien sur scène est nécessairement habité. Ouais. Ou alors, j'estime que c'est pas un concert, justement. Bon, après, on peut reparler de ça. C'est toute une idée aussi que j'ai. Peut-être, on devrait plus parler d'expérience que de concert. Enfin, en tout cas, c'est mon cheminement à moi. Ouais. Dans le côté classique, on va parler de concert, mais finalement, ça a été toute ma trajectoire de voir des chamans où je me suis dit, on est pareil. Ce que je perçois d'eux quand ils sont habités, et il y avait notamment ce japonais qui est venu sur scène, qui pourtant faisait rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler un soin. Ouais. Qui n'était pas dans l'esthétique, il n'était pas dans une performance artistique, mais c'était sublime artistiquement, c'était sublime à voir et ça passait par tous les biais, c'était aussi beau à voir que bon à ressentir, etc. Et c'est la même chose, sauf que parfois on a fini par croire que l'artiste, le musicien, on viendrait écouter quelque chose de joli à l'extérieur. Et là, je me sentais bien à la maison, bien chez moi, étonnamment. C'était presque troublant parce que il y avait encore un petit peu le bon, mais alors, oui, non, on vient pas en concert, c'est pas un concert, c'est vraiment, on est là vraiment pour quelque chose de tellement intérieur, de tellement différent, que ressentir ces 2000 personnes au Grand Rex, d'une telle vibration, ce sont des gens d'une telle sensibilité, qui sont pas toujours ceux qui viendraient au concert d'ailleurs. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut se faire vivre, c'est ces vibrations-là. Je suis sûre que Debussy, Bach, Chopin, est exactement dans ces vibrations et c'est ce qu'ils imaginaient, c'est ce qu'ils ressentaient, cette communion avec cette sensibilité-là. Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. Si on n'est pas musicien, évidemment, c'est difficile de décrire les choses. Quand je parlais de transcendance, quand tu te mets au piano,
C'est véritablement ça. C'est comme t'es presque en auto-hypnose. Comment on pourrait le décrire avec des mots, ce sentiment et ce ressenti? C'est très beau parce que évidemment que pour moi ça a toujours été ça depuis l'âge de 4 ans. Donc c'est presque bizarre d'en parler. Alors que si je le vois chez des chamans par exemple, je vais exactement avoir le discours que tu as. Et dans mon cas, moi je me disais c'est normal, c'est la musique. Bon après quand on voit qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas ce même rapport à la musique. On se dit, mais tu sens pas, tu vois, et puis du coup, c'est peut-être comme un chaman avec un esprit, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je peux pas t'expliquer, en tout cas, moi personnellement, je dirais pas que je suis habitée par un esprit, mais que je suis habitée certainement, c'est-à-dire que je suis moins, c'est bizarre à dire, il y a peut-être moins d'Hélène Tissmann, mais il y a beaucoup d'autres choses, je sais pas ce que c'est, voilà. Okay. Et t'arrives pas à mettre un nom là-dessus? Ce qui est sûr, oui. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a de la musique, en tout cas pour moi, oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais on dit que la musique est un langage universel. J'y crois fort. C'est vrai. Est-ce que la musique, et pour refermer la parenthèse de ce qui s'était passé au Grand Rex avec Arnaud Rioux, il y a eu à un moment donné ces tambours chamaniques qui étaient là dans la salle, éparpillés partout. C'est aussi une musique, c'est aussi un langage universel. Évidemment. Mais en fait, on pourrait presque dire la toute première musique, c'est notre cœur qui bat, c'est notre respiration, c'est le souffle. En fait, il y a rien qui soit pas musique. C'est pour ça que oui, la musique est un langage universel. Mais c'est quoi la musique? C'est-à-dire que toute vibration, c'est une musique. Or, toute matière, toute vie, c'est de la vibration. En fait, il y a rien qui soit pas musique. C'est pour ça que c'est très drôle même presque d'avoir compartimenté. Alors, il y aurait la musique, il y aurait ça, il y aurait ça. En fait, moi, j'aime bien même dire la musique, c'est un hommage au silence. Si tant est que qu'est-ce que le silence, tu vois, après? Ça dresse des contours, ça met en relief. Puis finalement, ça nous permet juste d'écouter à combien on écoute. La musique, c'est... tiens, en fait, est-ce que tu as vraiment écouté? Est-ce que tu as écouté ton cœur battre? Est-ce que tu as écouté l'eau qui parcourt les rivières? Est-ce que tu as écouté le vent dans les nuages? Est-ce que t'écoutes chaque chose? Est-ce que quand on parle de s'écouter soi-même, ce qui est tellement dans le bien-être, le développement personnel, s'écouter soi-même, mais pas juste s'écouter de j'ai envie d'une glace au chocolat mais encore plus profondément. Moi, je crois profondément qu'on a tous, chacun, une musique, qu'on ait une musique aussi à part entière. On a vraiment ça peut sembler un peu un délire comme ça, mais ce qui serait assez logique, si on est chacun une vibration particulière, on est un amas d'atomes, donc de cellules, donc forcément une vibration. Et ce serait hyper intéressant. Je sais que ça existe pour les plantes, par exemple, quand on les connecte. Bien sûr. Il y a le son des plantes. Ce serait hyper intéressant de le faire pour les humains. Et chaque humain aurait sa mélodie, sa musique. Ça serait formidable, ça. Mais je crois qu'on est déjà capable. Ça s'appelle l'hyper-empathie. Ça s'appelle quand un hypno ou un thérapeute ou un chaman vient se relier à toi, ou finalement, moi, c'est comme ça que je perçois quand je suis en face de quelqu'un. Finalement, ça va être d'écouter sa musique. Mais ça serait drôle de le transcrire par la musique. Il y a un mot que tu as utilisé tout à l'heure que je trouve très beau quand tu parles du silence. Le silence n'est évidemment pas l'absence de son. Et je trouve que ce silence-là, moi j'ai appris à aimer le silence, qui m'a terrorisé pendant longtemps. Et notamment avec des formations professionnelles à la radio ou autre, on dit il faut pas faire de blanc. Ouais, c'est drôle. Il faut combler les blancs. Or, ce blanc-là, ces silences-là, toi, tu les ressens, tu les perçois aussi de cette manière-là. Mais je crois que c'est pareil. Je crois c'est très étrange. On ne sait pas quoi faire à l'intérieur du silence. C'est comme la détente, c'est comme l'expiration. C'est qu'est-ce qui se passe quand justement on croit qu'il n'y a plus rien, alors qu'en fait tout est dans le silence. En fait, je pense qu'on a peut-être mal considéré le silence comme l'opposé du bruit, alors que le silence fait partie du bruit. Et ça, c'est toute notre dualité à chaque fois, on a opposé les choses, alors que pour moi, les choses font partie l'une de l'autre. C'est deux faces différentes d'une même chose, mais ça fait totalement partie intégrante. Quand on comprend que ça fait partie, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, absolument. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va voir un peu comment est-ce que tu en arrives à être, évidemment, la concertiste, la pianiste que tu es aujourd'hui, parce que les parcours de vie, nous on aime ça, et puis voir de quelle manière cette dimension spirituelle a pris une ampleur incroyable dans ta vie, et comment est-ce que tu peux effectivement faire des passerelles entre ton art et la pratique et les pratiques spirituelles, les accompagnements que tu peux faire. Juste un mot, je crois que tu avais, lors de ce Grand Rex, tu avais accompagné Kevin Finel. Tout à fait. Hypnothérapeute qui a fondé l'Arche, entre autres. Et donc lui faisait un accompagnement.
L'hypnose, ça aussi, il y a une dimension que tu connais bien et que tu aimes bien. Bah, carrément. D'ailleurs, c'est même Kevin qui a été mon mentor en hypnose, puisque je me suis formée un peu à l'issue de tout ce parcours, toute cette exploration. Et donc, c'était assez drôle. C'est comme quoi, moi, ce que j'adore, c'est ces frontières entre fiction et réalité où c'est tellement, la partition est tellement parfaite. De se retrouver, du coup, il y a 1 an à peu près, de se retrouver à ce moment-là avec Kevin sur scène. Finalement, on était dans le même documentaire, ce très beau film où Arnaud a eu m'a fait le privilège de pouvoir en faire partie et du coup d'être sur scène avec Kevin qui a été aussi qui est le fondateur de l'Arche, qui est rien que ce mot, moi j'adore. C'est vrai. Parce que c'est un endroit où tout le monde se retrouve d'horizons tellement différents et voilà, ce truc-là magique. Il forme à l'hypnose. Et il forme à l'hypnose, il est hypnotiseur, hypnothérapeute, formateur, fondateur de cette école. Donc de se retrouver sur scène, c'était très beau parce que, pareil, parfois ça va peut-être même pas être par les mots profondément. Il y a ce qu'il m'a transmis dans l'hypnose, il y a ce qu'on a échangé ensemble, il y a quelques rencontres qu'on a eues, ces discussions profondément intéressantes, mais au-delà de ça, je peux pas l'expliquer, mais je pense ça devait se faire, de se retrouver sur scène, de chacun de son côté. Je pense qu'il a cette sensibilité, cette passion pour l'art aussi. C'est-à-dire pour faire de l'hypnose, pour montrer à quel point l'hypnose est un art et que l'art est un hypnose. C'est-à-dire que est une hypnose, en fait. La musique est une hypnose, le théâtre est de l'hypnose. Et Kevin a aussi pu montrer que l'hypnose est véritablement un art. Alors, quand on regarde cette émission, il y a de temps en temps ce qu'on appelle des petits plans d'incruste, comme celui-ci, où il y a marqué donc hypnose du musicien. C'est toi ? C'est ça, oui, exactement. C'est ton accompagnement ? C'est un de tes accompagnements, j'imagine ? Oui, c'est quelque chose que j'ai créé. Quand j'ai entendu parler, j'ai entendu parler beaucoup de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Évidemment, ça devient maintenant très naturel. Les coachs ? Les coachs, bon, coach physique, n'en parlons pas. Coach mental, c'est devenu très naturel. Même surtout des sophros, il y a même il y a plein de choses comme ça. Ouais. Par contre, hypnose chez les sportifs, ça fait à peu près, j'avais entendu, ça fait à peu près 10 ans, pas plus. Parce que ça a mis du temps aussi. C'était pour des sportifs, champions olympiques et tout, de se dire on va se faire hypnotiser, c'était pas... c'est pas gagné. Voilà. Bon, si on parle de contrôle, là, on est quand même archi dans le contrôle. Donc voilà. Et finalement, ça a fait son petit bonhomme de chemin. On a vu que ça avait évidemment des pouvoirs colossaux, que c'était génial, que c'était super bénéfique. Et puis, du coup, quelqu'un aussi que j'avais rencontré à l'Arche avait écrit un livre qui s'appelait L'hypnose du sportif. Et qui a été aussi mon mentor en préparation mentale pour les sportifs, duquel je me suis inspirée. Et pour l'adapter aux musiciens, à la sensibilité des musiciens, donc je me suis dit, il faut créer l'hypnose du musicien, il faut que ça existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a presque un amalgame. Hypnose du musicien, c'est l'hypnose au service du musicien. L'hypnose quand je dis musicien, ça veut dire artiste, et puis très globalement, finalement, l'âme, toutes les âmes d'artistes, mais finalement, déjà, c'était important que les musiciens se disent, on peut être accompagné, ou les artistes en général, je peux être accompagné si je me sens en mal-être, si je sens qu'il y a du stress, si je sens que j'ai du trac, si je sens que j'ai... et donc ça, c'est quelque chose, souvent, en tant qu'artiste, on se dit, on va catharsiser par l'art. C'est normal de souffrir, l'artiste doit en chier, etc. C'est vrai. Donc, et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il crée ses plus belles œuvres. Plus belles, il faut qu'il y ait cet espace cette dimension de souffrance. Exactement. Souvent, alors qu'en réalité, il y a même un très beau récit de Rachmaninoff lui-même, au grand compositeur, qui a eu recours à l'hypnose au XXe siècle, début XXe siècle, donc où il a fait une grosse dépression. Et juste avant, je crois que c'était juste avant de composer son deuxième concerto pour piano qu'il faut écouter. C'est une œuvre extraordinaire. Et il ne savait pas, il était vraiment déprimé. Il n'arrivait plus rien à faire, plus à composer, il n'arrivait à rien faire. Et il a eu recours à un hypnotiseur pendant 1 mois. Et il le raconte dans un récit. Donc c'est très beau. C'est très peu connu. Mais tout ça pour dire, il y avait déjà cette ouverture. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, ah ouais, même Rachmaninoff, c'est une telle évidence. Rachmaninoff qui est tellement à fleur de peau, une telle sensibilité, tellement écorchée vif, tellement intense. Comment? Oui, bien sûr, on est accompagné. C'est-à-dire que sous hypnose, il est allé chercher l'inspiration? Alors, je sais pas non, je crois qu'il avait déjà besoin de retrouver, je pense qu'il était dans cette traversée. Après, il dit pas vraiment énormément de détails, mais je peux imaginer que venant de cette dépression, peut-être des moments où on se dit, il y a plus rien. Certains vont parler de nuit noire de l'âme, et peu importe ce que c'est, mais à un moment donné, je pense qu'en effet, on peut le comparer on est en train de toucher à quelque chose qui va être profondément inspirant,
Mais parfois, ça a besoin d'aide aussi à ce moment-là. Ça peut simplement se faire, ou des fois, on est embourbé dans quelque chose et il est peut-être temps aussi d'avoir quelqu'un qui va nous aider. Pour moi, c'est un chemin initiatique. Et on peut avoir un compagnon de route à ce moment-là qui va nous aider, tout simplement. C'est ce que tu proposes? Et c'est ce que je propose. Dans l'hypnose du musicien? Exactement. Et en même temps, je rappelle aux musiciens que être musicien, c'est aussi être hypnotiseur. C'est-à-dire que en étant sur scène, chaque musicien a une capacité inouïe de magicien, qu'on peut appeler de chaman, de magicien, d'artiste, tout simplement dans la mesure où il est aussi hypnotiseur. Et qu'on est toujours, en fait, tout le monde est hypnotiseur. On est nos premiers hypnotiseurs. Le truc, c'est que souvent, on s'hypnotise mal. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai ce pouvoir d'hypnotisation, de moi, de l'autre. Comment je m'en sers, en réalité? Déjà, premièrement, en avoir conscience. C'est comme si on a un Stradivarius dans la main. Déjà, avoir conscience de c'est quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, on peut s'amuser, on peut vraiment commencer à en jouer pour soi, à en jouer pour les autres. Je dis toujours, le tout premier instrument, c'est soi. Bien sûr. Et quand on est musicien, on passe notre vie depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans à pratiquer, à vouloir maîtriser un instrument extérieur. Et on oublie que le dénominateur commun, c'est soi. Bien sûr. Et que c'est très universel. C'est pour ça que ça s'applique à tous, que ce soit des artistes, des musiciens, tout domaine. En fait, c'est pour ça qu'après ça a élargi en fait au grand public, à tout le monde qui voulait venir aussi profiter de cet accompagnement. Ah oui, c'est ce que j'allais te poser. Ça s'appelle l'hypnose du musicien, mais ça n'est pas destiné qu'aux musiciens. Non, à l'art en général. C'est à l'art en général, et c'est même beaucoup plus loin. Finalement, ça peut être des entrepreneurs. Pour moi, ce sont des artistes, des créateurs, parce que en fait, ça faisait du bien. Que les artistes, il n'y avait pas vraiment l'étiquette, le panneau indicateur, vous savez, vous pouvez avoir de l'aide. Et c'était plus pour sortir un peu d'un tabou chez les musiciens qui est si j'ai le trac, j'ai le trac, faut surtout pas que j'en parle. Faut que je prenne des bêta-bloquants, faut pas que, parce qu'il y a pu y avoir des gros tabous. Je pense que c'est très, très, très fortement en train de changer. Ça va prendre son temps, mais peut-être de se dire, peut-être j'ai le droit de me faire accompagner. Peut-être c'est normal en fait d'apprendre comme j'ai appris les gammes, j'ai appris des partitions. Peut-être j'ai à apprendre sur moi. Alors je dirais pas apprendre des techniques anti-stress. On peut s'amuser avec tout, avec le cerveau, avec les neurosciences, avec l'hypnose. Mais au-delà de ça, moi j'ai tendance à accompagner vraiment les gens finalement à se connaître tellement, vraiment comme quand on se familiarise tellement avec Stradivarius qu'ils sont pour moi à ce niveau-là du chaman qui est finalement je prends conscience que je suis l'instrument. Donc dans ma posture, je vais pas inventer une posture, je vais être dans ma posture. Certains ont parlé d'alignement, ce que Arnaud fait par exemple dans ses stages ou dans ses formations, dans ce qu'il propose finalement quelque part. Arnaud Rioux dans cet alignement où si je suis bien dans ce que je ressens, dans ce que je sens, s'il y a un alignement entre ce que je sens, ce que je suis, ce que je fais dans mes actions, ce que je pense, il y a des chances que ça sonne juste, tout simplement. Ce qui est, tu vois, quand tu as commencé à dire l'hypnose du musicien, je me suis dit alors peut-être que ce sont des gens qui sont en mal d'inspiration et qui vont chercher au travers d'un état modifié de conscience cette inspiration. Ça peut mais aussi. Visiblement, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça, mais ça peut. Pour moi, ça forme un tout. Mais il y en a évidemment. Il y a beaucoup l'histoire du flow qu'on appelle le flow chez les sportifs, de l'inspiration chez les artistes. Mais au fond, pour moi, c'est faire la paix et se familiariser, apprivoiser son intuition. C'est pour ça que je dis finalement, c'est pour moi, c'est la posture d'un chaman, un musicien, parce qu'on dit c'est une fois ancré à la terre que le chaman peut voyager. C'est-à-dire une fois qu'il est bien dans ses racines. Et du coup, il peut avoir ces antennes qui vont être l'inspiration, qui vont pouvoir capter tout ce qu'on veut. Et finalement, les musiciens sont tellement sensibles, intuitifs, mais encore faut-il être, entre guillemets, en paix, c'est-à-dire avoir confiance en son intuition, pouvoir faire confiance à ces parts qu'on appelle inconscientes ou peu importe comment on le nommera. Donc ça va ensemble. Je pense que plus on est familiarisé avec ça, plus l'inspiration, c'est open bar. Qu'est-ce que cette dimension de l'hypnose t'a apporté, pour le coup, à titre personnel? La dimension de l'hypnose, justement, pour moi, c'est faire la paix et être à l'aise avec toutes ces parts inconscientes, en l'occurrence, qu'on appelle inconscientes. Alors c'est drôle, on peut les appeler les parts d'ombre. Je sais pas si c'est des parts d'ombre, c'est des parts inconscientes, puis c'est des parts au contraire très lumineuses. C'est comme quand on dit souvent on va plonger en état d'hypnose, mais il y en a peut-être qui vont avoir l'impression qu'ils vont s'envoler en état d'hypnose. C'est vrai aussi.
La notion d'obscurité, c'est drôle, elle a été très véhiculée peut-être par Freud, Jung aussi différemment, mais du coup, qui fait que les gens peuvent se dire ah non, moi je vais pas aller faire de l'hypnose ou parce que j'ai peur de ce que je pourrais y avoir, de ce qu'il pourrait y avoir, comme si les gens avaient peur d'eux-mêmes. En fait, on a si peu peur des autres tellement on a peur de soi. T'as pas eu cette appréhension-là du tout, toi? Alors non, parce que justement, moi, j'ai voulu aller dans l'hypnose en me disant, il y a des trucs qui ne passeront pas par le conscient, ça peut pas passer par le conscient. Au départ, bon, pour l'anecdote, donc j'avais quand même pas mal vadrouillé, on va dire. J'avais cheminé quand même pas mal d'années en me retrouvant avec des chamans, en rencontrant, enfin voilà. Donc j'avais déjà pas mal basculé, on peut dire. Et puis, à un moment donné, je me dis, il manque un truc, il y a une petite pichenette, il y a quelque chose. Je sens qu'il faut faire le lien entre le rationnel et l'irrationnel, entre vraiment quelque chose de très pragmatique, et en même temps d'un truc impalpable. Et je sais pas, le mot hypnose m'est venu, mais direct. Je me suis branchée sur YouTube, comme j'aime bien me faire quand je cherche des infos comme ça. Et je suis tombée sur une vidéo de Kevin Finel, et là j'ai fait ah oui, c'est ça, c'est tout de suite, c'est exactement ça. Et donc je lui ai écrit, je dis je veux faire une séance d'hypnose avec vous. Et il m'a dit je reçois plus trop, par contre vous pouvez venir à l'Arche. Donc moi je suis venue à l'Arche, je me suis inscrite, mais j'ai pensé que je venais à l'Arche pour faire une session d'hypnose collective ou pour apprendre comment ça marche l'hypnose. Je savais pas que j'étais embarquée pour une formation pour devenir hypnothérapeute. En fait, mon inconscient a tellement bien géré que je me suis retrouvée la première journée à me tortiller sur mon siège en me disant mais qu'est-ce que je fais là, en face d'un formateur qui expliquait comment devenir hypnothérapeute. Et lui-même m'a raconté bien longtemps après, il m'a dit c'est drôle, je me demandais ce que tu faisais là le matin, mais après j'ai tout de suite su ce que tu faisais là. Et pareil, l'après-midi, c'était comme une évidence. Je me suis dit mais je suis exactement au bon endroit, je suis là où je voulais être, à l'endroit où je voulais être, c'était exactement ça, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'avais l'impression d'avoir ouvert vraiment une nouvelle page qui était une évidence. C'était la suite du livre en fait, et donc je me suis inscrite pour toute la formation. Et au départ, c'est ça, c'est nos inconscients qui nous tirent. En fait, on fait que les suivre. Et ensuite, il fallait faire le lien entre cette formation d'hypno et la musique. Oui. Bon, ça, c'est facile, hein, franchement. Ouais. Ça n'a pas été le plus compliqué, c'est sûr. Franchement, et c'est drôle parce que ce que j'adore dans l'hypnose, c'est que, pour moi, j'ai un peu l'impression que ce serait l'équivalent du jazz en musique, dans la mesure où c'est toujours de l'improvisation. Alors, quand on en vient à accompagner quelqu'un dans une séance d'hypnose, on a appris à peu près les gammes, les tonalités, mais les formes, la structure, à peu près, plus ou moins. Mais en général, on sait qu'on commence, on ne sait pas du tout. Où est-ce que ça va? Enfin, on n'est pas supposé savoir quelque part. Et c'est très étonnant entre cette capacité d'anticiper. Bon, ça, c'est comme tout musicien sur scène. On est en même temps en train d'anticiper, en même temps en train de observer ce qui vient juste d'être fait, et en même temps sur l'instant présent. Donc, les trois sont vraiment, comme toi, j'imagine. Hein en fait, finalement, c'est ces strates-là qui font qui sont magnifiques à savourer au quotidien, finalement. Qui sont très joyeuses. Et ça me fait penser beaucoup à l'improvisation, notamment jazz. Alors, c'est pour ça que j'adore, parce que je trouve qu'il y a dans cet endroit-là, on fait confiance à une mélodie. On va suivre la mélodie de l'inconscient de la personne en face. Donc, c'était absolument évident. Après, c'est de la musique. L'hypnose, c'est vraiment purement de la musique. C'est-à-dire qu'on est... Surtout l'hypnose ericksonienne, c'est quoi? Erickson, il a découvert que le véritable pouvoir de l'hypnose, c'était vraiment la parole, le mot, la suggestion par le verbe, en fait. C'est pas une question de magnétisme, de tout ce qu'on veut. Et ça, c'est à longueur de temps. Dès qu'on discute avec quelqu'un, quand on sort dans la rue, la publicité, tout, il n'y a pas une chose où on ne soit pas suggestible, en fait. L'idée, justement, l'hypnose, c'est plutôt de se réveiller à ça. D'ailleurs, le dieu hypnose était celui qui était réveillé pendant que les gens dormaient. Et donc, c'est plutôt, soyez de plus en plus ouverts, finalement, à ces influences pour pouvoir choisir laquelle vous voulez vous connecter à quel genre d'influence. Donc, Erickson, il a pris mesure de la puissance du verbe. C'est pour ça que je parle de magicien. Parce que le verbe, c'est abracadabra, le magicien. Et abracadabra, c'est de l'araméen, qui veut dire par le verbe, je crée. Par la parole, je crée. L'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, c'est exactement la même chose. Et nous, au quotidien, d'une manière générale, c'est juste d'apprendre à se servir aussi de cette baguette magique. Or, le verbe, c'est quoi? C'est de la musique. C'est de la vibration, en fait. C'est passionnant parce que
C'est vrai que tout est lié, et c'est là où on se rend compte à quel point, effectivement, les choses sont tellement raccords. Je me suis quand même demandé si, après avoir été formé à l'hypnose, après avoir pratiqué l'hypnose et continuer à le pratiquer tel que tu le fais là, est-ce que ça a changé ta façon de jouer, ta façon de créer, ta façon de composer? C'est vrai, ça a joué? Ah oui, bien sûr. Sérieux? Mais bon, après, tout ce parcours, mais d'une manière générale. Après, moi, mon parcours, c'est vraiment d'être partie, finalement, je voulais tellement que ce soit beau, finalement, quelque part, mais beau extérieurement, dans un amour de la performance, mais au sens noble du terme, vraiment en voulant atteindre ça. Et puis, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans ce parcours, et à un moment donné, où ça avait besoin de chercher autre chose, qui était, je dis tout le temps, de l'amour de la perfection, à la perfection de l'amour. C'est le moment où finalement, c'est arrivé à l'art ne veut pas être autre chose, n'est pas une contemplation extérieure, c'est une guérison. Ce qui veut dire que aussi l'hypnose, mais la posture d'hypnothérapeute, la posture de se poser en se disant comment je vais faire du bien vraiment aux gens, au-delà d'interpréter aussi bien que je puisse cette sonate de Beethoven, ce concerto de Chopin ou cette œuvre de Bach. Finalement, c'est quand même une dimension qui est intrinsèque, je pense, à tout artiste, mais qui est pas toujours conscientisée, peut-être. Et de se dire... il y avait une phrase très belle, d'ailleurs, que dans les premiers jours de formation, où j'étais allée voir Kevin Finel, donc, qui transmettait et c'était très intéressant, à un moment donné, pour faire un peu bugger. Il disait, c'est drôle, souvent les gens se demandent comment je peux avoir plus confiance en moi, et ils arrivent, on en a pléthore. C'est sûr que des musiciens qui viennent me voir en séance, j'aimerais avoir confiance en moi. Voilà. Et on est tous, alors comment je pourrais avoir confiance en moi? Il dit, ce serait intéressant à un moment donné, alors surtout les jeunes thérapeutes qui se disent, comment je pourrais avoir confiance en moi quand quelqu'un vient et tout. Il dit, ce serait intéressant de peut-être poser différemment la question et se dire, et si au lieu de chercher la confiance en moi, je décidais vraiment comment j'ai confiance en l'autre? Et on a peu, enfin, l'un et l'autre sont pareils, mais c'est-à-dire j'ai tellement confiance en l'autre. Lui, il le disait en mode thérapeute, j'ai tellement confiance, c'est-à-dire si j'ai pas cette confiance absolue dans le pouvoir de l'autre, la ressource de l'autre, je vais pas pouvoir l'amener exactement là où je sais qu'il peut aller. C'est la même chose avec un public, ce serait hyper intéressant que les artistes puissent se dire, moi, ça a été un vrai basculement aussi, de me dire, quand je viens sur scène, en fait, je m'en fous un peu maintenant de ma confiance en moi, mais à combien j'ai confiance dans le public, dans chaque regard que je peux croiser, dans cette force du public, dans cette humanité. C'est pas pour dire que tous les gens assis là, je sais pas comment dire, que je les adore sans les connaître, ou c'est pas ça, c'est qu'il y a une confiance dans cette raison d'être aussi, dans ce moment où on est là ensemble. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, c'est presque inconscient. Ceci dit, on peut aussi partir du postulat que les gens qui viennent à tes concerts, c'est déjà de l'acquis. Donc tu peux avoir évidemment ce sentiment d'amour, ce lien d'amour et cette confiance qui s'installe. C'est drôle parce que alors ça, c'est peut-être ce qu'on peut croire de l'extérieur. Quand on est dans le milieu classique, les musiciens classiques, c'est pour ça que c'est presque déformant. Ça passe son temps à croyance qu'il faudrait prouver. Parce que les spécialistes, les experts qui viennent, en réalité, c'est très peu. Mais on a toujours, des fois, on met ce focus-là que dans une salle de concert type classique, il y a ceux qui n'y connaissent rien, mais qui, finalement, puis ceux qui vraiment y connaissent tellement, qui sont là que pour critiquer. C'est vraiment, ça serait plus la mentalité, en tout cas, on va dire, dans le Gotha classique. Mais je suis tout à fait d'accord que à un moment donné, et moi, c'est ce à quoi j'aspire, et c'est ce que je me fais vivre de plus en plus maintenant. C'est pour ça que j'ai l'impression de pousser un peu des murs, de sortir des frontières et de vivre ça et de se dire, de toute façon, il y avait aussi Renée Fleming, très grande chanteuse, j'avais lu ça il y a des années, qui avait dit, le jour où elle avait compris que le public ne venait pas contre elle, mais pour elle, ça avait changé sa vie. Pour autant, c'est peut-être des gens qui la connaissent pas, qui viennent pas en la connaissant, mais ils viennent parce qu'ils viennent à l'opéra, ils viennent écouter un concert, donc ils sont là, parce que ça fait bien d'aller à l'opéra. Mais toujours est-il qu'ils viennent quand même pour, et qu'à un moment donné, on est tous ensemble pour quelque chose. Or, quand on est beaucoup passé, par exemple, par la compétition, les concours, etc., à un moment donné, ça peut déformer au point de se dire, très inconsciemment, parce qu'on peut se dire ce qu'on veut, mais s'il y a à ce point-là un mal-être en arrivant sur scène, c'est tiens, à combien je crois que l'autre, avec un grand A, peut être contre moi, hostile à moi.
Cette dimension spirituelle que tu as, qu'on ressent bien et vraiment, qui est palpable presque, aujourd'hui, elle te rassure dans ton art, puisqu'elle t'accompagne? Ou est-ce que si tu n'avais pas découvert cette thématique de l'hypnose et cette pratique de l'hypnose, ça n'aurait pas changé grand-chose? Ah non, 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 c'est pas une question de rassurance, mais par contre, c'est une question, je serais passée à côté de ma vie. Ok, au moins, oui. En fait, c'est plutôt ça. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est presque de la sérendipité, en fait. Je pensais être venue chercher la musique, peut-être, et ça continue, hein, mais... Et j'y ai trouvé l'éveil, quelque part, en fait, dans lequel l'hypnose, la voix, le chamanisme et plein d'autres choses, en fait... Tu pourrais te décrocher de la musique? En fait, je crois qu'on a une âme, je pense qu'on a une âme musicienne, on a une âme de musicien, comme il y a des âmes de danseurs, des âmes de... En fait. Donc, non, c'est comme... Je sais pas, c'est mes cheveux, je sais pas comment dire, voilà, c'est ça. Toi, Maintenant, si demain je décidais de vendre des hot dogs à New York, bah, ça changerait rien, en fait. Ça changerait pas grand-chose. Tu serais toujours musicienne. Ouais. On va voir justement la petite Hélène, parce que les parcours de vie sont évidemment très très intéressants, et on demande toujours, quand on prépare l'émission et qu'on fait ce qu'on appelle des fiches de prod, on demande les grandes étapes. On va pas rentrer dans le détail, ni être trop intrusif dans ta vie, mais moi j'ai noté 4 grands déclencheurs de ta vie. Ok. Le premier, évidemment, qui est sans doute le plus marquant, c'est le départ de ton papa. Oui, c'est vrai. Évidemment. Et tu dis que c'est ce qui t'a permis d'avoir cette véritable ouverture à la métaphysique. Oui, c'est vrai. Je l'ai noté comme ça parce que finalement, comme quoi c'est très naturel. On se dirait, c'est que c'est plutôt dans les films, c'est tellement classique, le deuil d'un parent, alors voilà. Mais quand c'est vraiment vécu, enfin vraiment très naturellement, où il y avait une boulimie à savoir, à comprendre. Mais alors, il est parti où? Alors que pourtant, j'avais pas 5 ans et demi. C'est le pourquoi, le où, le comment. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui fait que je ressens des choses et qu'en même temps, il s'est passé plein de choses et que ça dépasse les mots. Et du coup, l'envie tellement d'en savoir que je passais des nuits entières, c'est vrai, sur YouTube. Mon cher compagnon de nuit. J'ai fait ça aussi. Okay. J'ai fait ça aussi. Et j'ai eu cette réflexion. Et dis-moi si tu as eu la même. Étonnamment, contrairement à mes frères qui n'étaient pas du tout dans cette même ouverture, quand mon père est parti, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est maintenant lui, il sait. Tu t'es pas dit ça? Moi, ce que je me suis dit, c'est il m'a transmis la chose la plus précieuse parce qu'il m'a appris à mourir. Et en apprenant à mourir, il m'apprend à vivre. Et je me suis dit, c'est le plus grand, le plus beau, le plus beau de tous les enseignements, de toutes les transmissions. Parce qu'en fait, ça le dépasse, ça nous dépasse. Si on offre finalement dans notre passage le plus intime, le plus intime à quelqu'un de pouvoir finalement aussi l'accompagner, on offre, c'est l'abandon ultime. Finalement, on dit dans la jouissance. On parle de petite mort, mais quand il s'agit de la grande mort, c'est surtout ça que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'il sait, alors je sais pas si je me suis dit ça comme ça, mais en tout cas qu'il m'avait transmis quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. Plus important que tout le reste, finalement. Ce qui t'a transmis, c'est quoi? C'est cette spiritualité-là? Ouais, cette sensation qu'il y avait autre chose, cette sensation vraiment irrationnelle. Mais cette sensation irrationnelle, il y a autre chose, suite à son départ, ou tu avais déjà ces prémices-là avant? Bah non, pas tellement. Justement, moi, je venais vraiment de... Alors, c'était pas non plus un avant, un après. J'avais eu quand même, avant, j'avais côtoyé, alors notamment, j'étais passée par l'Amérique du Sud, l'Argentine, des ouvertures, heureusement, à rien que le terme guérisseur, c'est pas quelque chose que j'avais entendu petite. Puis j'étais presque un peu en moquerie. Moi, je venais vraiment du côté philosophique, rationnel, cartésien, penser, utiliser beaucoup le cerveau, et puis l'élitisme, et puis être brillant de la tête. Performance, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, être brillant de la tête, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis en fait, c'est pour ça qu'il a fallu que ça se fasse vraiment petit à petit. Mais quand j'ai commencé à entendre parler, j'ai vu des artistes que je trouvais vraiment fabuleux et qui parlaient de ça, des guérisseurs, de l'imagination. Le moment où j'ai entendu ce mot vraiment de la bouche d'Argentins, j'avais des amis proches argentins, et qui parlaient d'imagination comme vraiment quelque chose de très important.
Et tout d'un coup, je me dis, ah bon, parce que pour moi, l'imagination, c'est ce qui part dans tous les sens, qui n'a... Ben non, en fait. Et tout d'un coup, c'était une première rentrée. Puis il y a eu la rencontre avec Castaneda, donc, que j'avais quand même lu. Enfin, et finalement, c'est arrivé, voilà, tout s'est arrivé un peu à ce moment-là. Mais oui, il y a quand même eu un avant, un après. Bien sûr. Donc il y a évidemment cette étape de vie importante et on le comprend. Tu as parlé d'Arnaud Rioux et son fameux moulin Beaupré, voilà, qui est magnifique, qui a une importance importante, essentielle, puisque effectivement, tu as participé à son événement du Grand Rex. Et puis alors, tu parles de cette rencontre, de ces rencontres avec les plantes chamaniques. On est en 2020, visiblement. Là aussi, il y a un avant, un après. C'est le plus grand avant-après, oui. C'est vraiment l'essentiel. Pour le coup, même l'hypnose. Alors, je sais pas à combien on peut en parler, mais vraiment. Si, bien sûr. Mais t'as fait l'ayahuasca et tout ça? Oui, ouais, tout ça, tout ça. Oui, beaucoup d'autres choses aussi, mais ça, oui, vraiment. S'il y a une seule chose, je me suis toujours dit, si dans ma vie il y avait une seule chose à ne pas enlever, vraiment une seule, c'est l'unique chose. Tout le reste peut partir. Ça, c'est parce que c'est vraiment, après chacun le vit à sa manière différemment, mais ça c'était vraiment, il fallait pas passer à côté. Qu'est-ce que ça a révélé de toi? C'est vraiment la pilule de Matrix, quoi. C'est vraiment, mais pour le coup, on peut le dire, on peut le penser, on peut le supposer, le présupposer, mais quand on le vit dans chacune de ces cellules, quand vraiment, moi c'est l'équivalent d'une expérience de mort imminente. Ouais. Mais quand c'est vécu, surtout pour quelqu'un qui peut être très intellectuel comme moi, et ben tout d'un coup, vraiment, ça descend dans le corps, dans chacune. Et on voit, et quand on voit, on peut pas... Voilà, c'est pour ça, c'est plus de l'enseignement, c'est plus des enseignements extérieurs, c'est plus l'inspiration d'un tel, c'est plus... c'est... Qu'est-ce que tu as vu? Ouais, c'est ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu as vu? si tu acceptes d'en parler, hein. Oui, mais alors c'était vaste. Tu as fait quoi? Des vies antérieures? Tu as vu des... Non, c'est beaucoup plus... Ça va encore plus loin que ça, parce que... En fait, la toute première, vraiment, la toute première déjà, en plus, c'était pas prévu. Tout ça, c'est fait vraiment, c'était déjà tellement magique. T'as pas préparé le truc? Non, c'était absolument pas. C'est arrivé, donc j'étais au moulin avec Arnaud, puis ça a été la toute première fois où des chamans d'Amazonie passaient. Chez lui, ouais. Voilà, ils se sont dit ce soir, on vient me voir. On fait une soirée. On fait une soirée. Ouais. Je sais pas si mais bref, en tout cas, c'était vraiment très pas du tout préparé. Et c'était vraiment une expérimentation. Avant qu'après, il y ait tout un cheminement que j'ai fait pendant une bonne année. Et là, t'as pas d'appréhension? Non, parce que, si, quand même un petit peu, mais quand on sait qu'on est bien entouré, quand on sent que c'est juste, qu'on est au bon endroit, au bon moment. On sent quand c'est juste. Voilà. C'est vraiment un terme de musicien, mais voilà, tu le sens. Mais si, un petit peu, mais quand même, en fait, j'ai toujours eu cet élan, cette audace à me dire, je crois que mon élan le plus fort, c'est aller à l'essentiel. Et je suis prête à tout pour ça, pour me dire, je veux surtout pas mourir, justement, en me disant, est-ce que je serais pas allée à l'essentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Et donc pour ça, j'ai toujours été prête à tout. C'est cette phrase qui dit toujours, et si je l'avais fait? Oui, ça, c'est terrible. Elle est terrible, cette phrase. Et si je l'avais fait? Rester avec ce questionnement et se retrouver, voilà, bon. Donc tu expérimentes. J'y crois. Mais voilà. Le voyage est beau ou pas? Et en fait, cette toute première rencontre avec la plante a été colossale, parce qu'au début, je me suis dit ça va être sympathique, mais ça va être long, parce que sur les premières minutes, première demi-heure, je vois tout le monde, je me dis de toute façon, ça va rien se passer pour moi, c'est sympathique, mais puis limite, j'y crois pas, ou je sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, c'était tellement c'est limite violent? C'est pas violent, c'est doux en fait, c'est puissant de douceur, mais en tous les cas, ça m'a tout de suite fait dire, d'ailleurs par ma bouche, et c'est pas eu l'impression de le dire moi, mais ma bouche a dit, je ne suis pas ce que je suis. C'est-à-dire, en fait, ça disait, je suis pas ce que j'ai cru que j'étais. Tout d'un coup, mais c'était aussi drôle, c'était joyeux, c'était à un moment donné différent, mais tout d'un coup, je devenais réellement, quand tu me dis qu'est-ce que tu as vu, c'est pas ce que j'ai vu, mais je devenais particule d'air, particule de lumière, particule de... Le grand tout. Ouais. Mais du coup, je pouvais vraiment rentrer, c'est rentrer dans dans l'esprit, je sais pas si c'est la conscience. C'est très difficile, je me sens très bizarre d'en parler évidemment avec des mots, parce que... Je pense que c'est une expérience à vivre, qui ne se décrit pas nécessairement. Surtout qu'elle est très précieuse, très sacrée. Bien sûr, très sacrée. Il y a, pour les chamans, l'idée que c'est un esprit,
Et donc, c'est certainement pas, pour moi, c'est pas de l'hallucination. C'est pas une plante. Faut pas la prendre, justement, pour se raconter des histoires en plus. C'est pour ça que je veux dire, finalement, ce serait presque pas forcément, enfin, moi, je suis pas à raconter toutes les histoires qu'il y a pu y avoir. Après, j'ai eu plein d'autres sessions. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des histoires qui viennent, peut-être de vie passée, peut-être de tout ce qu'on veut, mais, c'est pas, je dirais qu'à un moment donné, c'est aussi que c'est la sensation que tout ça se balaye quelque part pour arriver à un silence ultime, justement. C'est plutôt ce silence, c'est plutôt cet endroit-là. C'est un accélérateur d'éveil. Donc, dans l'accélérateur, ben, je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Et en fait, il y a plein de gens qui vont trouver cet éveil sans accélérateur, vite ou lentement, voilà. Et il y en a qui vont être tellement dans l'accélérateur que ils vont oublier l'éveil, ils vont surtout vouloir aller vite, mais finalement, une fois que ça, du coup, ils vont dire bon, et puis alors, et maintenant, et quelle autre histoire de plus, etc. En tout cas, dans mon vécu, je trouve que ça m'a pris énormément d'années et je continue encore à le digérer, en réalité. C'est-à-dire que l'impact était puissant. L'impact va faire que mon impression, c'est que tous les jours, ça continue à digérer de ce que j'ai vécu en 2020. Ça, c'était avant l'Arche et la formation et l'hypnose. Ouais, c'était remarque, c'est vrai. C'était tout en même temps. Tout était tellement, tout était en même temps. Tout était très dense. Et est-ce que moi j'aurais tendance à me poser cette question-là. Est-ce que ça a été le cas pour toi de te dire la question existentielle? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce contact, cette cérémonie avec la plante te permet d'avoir ce genre de réponse? C'est plutôt que la question n'existe plus. Et ça fait du bien. Parce que c'est typiquement des questions qu'on se pose de terrien. Mais aussi de conditionnement social, bien conditionnement. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je suis à la bonne voie? Et tout ce cheminement, et je pense que c'est peut-être le cheminement de l'éveil, mais tu pourras jamais être à côté, en fait. T'es en plein dedans, t'es dans la partition. Amuse-toi. C'est vrai. C'est vrai, je m'auto-agace. Rien que le fait d'avoir mentionné cette question, je me dis, mais non, mais. Ça fait du bien, faut la lâcher. Parce qu'on s'amuse avec ça. Mais oui, bien sûr, nom de Zeus. Mais comment peut-on. Oui, t'as tellement raison. Et donc, ça, tu dis, là, pour le coup, il y a un avant et un après. Ouais. Et alors, c'est incroyable, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à dire que c'est la seule expérience que tu ne veux pas qu'on te retire. Oui, incontestablement. C'est la seule parce que c'est vraiment... En fait, c'est une telle rencontre. Je pense qu'on peut utiliser ce mot, mais dans une idée qu'on n'a même pas de ce que peut être la rencontre. C'est-à-dire vraiment, peut-être on peut nommer la rencontre avec la vérité, la rencontre avec, enfin, vraiment tout mot sera dérisoire, sera à côté de la plaque. Mais... et donc, j'estime que c'est une chance inouïe. Mais c'est une rencontre avec tout ce que surtout, je ne suis pas que je croyais que j'étais. C'est-à-dire tout l'inverse. C'est-à-dire et du coup, je peux mettre en relief et c'est complètement OK. Je vois du coup ce que je me raconte, ce que je me fais croire que je suis. Pas de problème. Mais tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel, ce qui est immuable, ce qui est permanent, ce qui est, voilà, c'est cette rencontre-là dont il y a question. Et quand on prend conscience qu'on est ça. En fait, c'est la rencontre avec cela. Bien sûr. Mais comme, en plus, on prend conscience, on est cela. C'est... c'est très puissant. Génial. Non, mais bien sûr, c'est puissant. Est-ce que tu as réitéré? Non, alors oui, sur l'année 2020, du coup, j'ai eu l'impression que c'était mon nouveau maître, que la plante était mon maître et que, surtout, elle s'invitait vraiment, je cherchais pas. Franchement, il y a des gens qui se disent j'ai planifié, j'ai cherché ça. Ah ouais, à qui on dit d'ailleurs qu'il faut vachement se préparer, qu'il faut être sûr de soi, que c'est pas de la rigolade. Aussi, je rappelle que ces plantes-là, en l'occurrence celle dont on parle, est interdite en France, mais on peut à l'étranger effectivement en étant bien accompagné avec des personnes qui savent. On peut exactement. Oui. Évidemment, mais après, moi, j'ai une confiance totale, justement, dans la plante, dans l'esprit de la plante. Donc, c'est paradoxal d'en parler, parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'intime, qui est qui se vit, oui, bien sûr. Et qui a raison d'être caché, qui a raison aussi le sacré, et peut-être pas forcément ce qui est a pignon sur rue. Et c'est bien aussi. Maintenant, c'est tellement, on en parle de plus en plus. Sur un plan, c'est bien. Sur un autre, c'est important de garder à l'esprit que ça reste de l'ordre du subtil.
Mais je sais plus du coup quelle était ta question. On disait que c'est pas une balade du dimanche, quoi. Non, c'est pas une balade du dimanche. Mais en revanche, ça s'est fait très naturellement en ce qui me concerne. Et donc, t'as pas réitéré le... Si, j'ai réitéré beaucoup pendant toute l'année. Oui. Ah oui! Parce qu'après, c'était vraiment devenu un maître pour moi, comme on va visiter un maître, voilà. Et il y avait simplement parce que soit les occasions venaient à moi, soit parce que j'ai eu l'opportunité de le faire aussi de moi à moi, de le faire seul, de le faire et de apprivoiser, d'appréhender, de connaître ça. Wow. Et j'ai eu l'impression d'aller jusqu'à un moment donné où je me suis dit là, je sens que surtout va y avoir besoin de digérer. Ouais. Mais de laisser reposer un peu les choses. Ouais. Mais franchement, c'est. Enfin, je veux dire, chacun a son cheminement, a sa relation à ça aussi. C'est ce que je trouverais difficile, c'est de dire il faut que ça se vive de cette manière-là ou de telle autre manière, en fait. Le plus essentiel, c'est vraiment à combien je peux faire confiance. Donc déjà, c'est important, c'est vrai, de développer. Développer sa confiance, c'est être capable d'écouter aussi, de s'écouter, d'écouter l'autre, de sentir quand c'est juste, quand c'est pas juste. C'est vrai que c'est déjà l'essentiel avant même de... Évidemment. Et ces pratiques-là, évidemment, sont une valeur ajoutée à ton accompagnement au travers de la musique et donc de l'hypnose. Ça a tout changé, de toute façon. Ah donc, on peut dire que ça change rien et ça change tout, voilà. Mais le regard c'est plus la même chose. Donc que ce soit en concert, ou que ce soit évidemment en hypnose. Voilà, mais après, ça chemine, ça s'adapte aussi selon les Est-ce qu'en concert, tu conditions. as presque les sensations que tu avais lorsque tu as fait l'expérience? Ça pourrait un peu. Pas autant quand même. Pas autant quand même, oui. Mais par exemple, j'ai retrouvé dans la plante, j'ai retrouvé ces sensations, surtout que c'est encore plus décuplé quand il y a du son, s'il y a des musiciens qui sont là, qui jouent, qui chantent, ou s'il y a de la musique. Par les fêtes de la plante, on est vraiment au cœur de la vibration. Ouais. Donc, je n'ai jamais fait. Et ça donne envie. Hein. Non, mais ça donne envie, vraiment, ça donne envie. Et alors, pour finir sur les fameux déclencheurs de ta vie, en tout cas des étapes importantes, peut-être de manière un peu plus légère, tu parles du concours de Chopin à Varsovie, qui a été aussi un des moments forts de ton parcours. C'est pour ça qu'on disait finalement, quand je disais je suis passée de l'amour, de la perfection, à la perfection de l'amour, ça a commencé par une sorte de chute, qui était l'aboutissement, qui était vraiment le plus gros concours Chopin international, parmi vraiment les 3 plus grands concours internationaux au monde pour les pianistes, comme les Jeux Olympiques, c'est tous les 5 ans, donc c'était quelque chose que je savais que je voulais faire depuis toute petite, c'était vraiment le Graal. En plus, Chopin, j'ai toujours une relation particulière et tout, donc il y avait une impression c'est une évidence que c'est pour moi. Et en même temps, ces voix-là, dont je n'avais aucune idée de quoi faire à cette époque-là. Mais non, mais c'est pas pour toi, tu mérites pas, tu pourras pas, c'est impossible, ça n'existe pas. Le diablotin sur l'épaule gauche. Les Russes, oui, les Japonais, les Chinois, bien sûr, mais toi, non, de où Et c'était 2010, donc c'était bien, il y a bien longtemps. Et malgré tout, il y avait quand même un tel état de transe quand je me suis retrouvée à Varsovie pendant 1 mois. Faut savoir que c'est déjà durant toute l'année, il y a toutes les éliminatoires, les préparations. Enfin, il y a énormément de sessions avant. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Enfin, d'épreuves éliminatoires, etc. Et puis on arrive et ça dure 1 mois. Et donc c'est tout voilà, il y a plusieurs tours. Et puis on arrive jusqu'en finale. Et quand de plusieurs centaines, voire milliers de candidats, on arrive parmi les 10 plus grands, les 8 finalistes. Ouais, voilà. Bien sûr. Waouh. En ayant eu l'impression déjà, j'étais pas là, j'étais dans un état vraiment où un coup c'était génialissime, je sortais un truc en plein concours où c'était vraiment, je sentais que j'avais tellement travaillé, et je me disais ça y est, j'y suis, je touche la grâce. Et puis l'instant d'après, je pouvais aussi merdouiller, mais ça avait quand même passé. Et j'étais arrivée en finale, et là je me suis dit, mais en plus le concerto c'est ce que je connais le plus, c'est ce que je joue le plus, c'est bon, en fait, c'est dans la boîte. Et en même temps, c'était tellement inconcevable, j'avais tellement pas préparé psychologiquement, j'avais tellement zéro préparation mentale, pour le coup, que pour moi, il y avait rien après. Il y avait le néant. Et l'idée que, en fait, j'ai compris ça bien après, mais que dans ma tête, c'était, il y a plus rien après, tout ça, je peux mourir après.
Mais en même temps, que j'ai le premier prix ou pas, en fait, ça va être assez étrange parce qu'il y a le néant. Enfin bref, donc c'était un endroit très particulier. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin, vraiment à la fin du dernier mouvement, c'est comme si j'étais tombée un peu du fil. Et ça se voit pas beaucoup, ça s'entend pas beaucoup, mais ça suffit à faire qu'on n'ait pas le premier prix dans ce genre de concours. Et c'était surtout très, très étonnant. J'étais dans un état vraiment comme la chute d'un funambule de son fil, quoi. Vraiment cette sensation-là. Et parce que je crois que j'avais juste envie, je voulais juste que ça s'arrête, qu'on me prenne dans les bras. En fait, je savais pas encore tout ce qui m'attendait, mais j'allais le comprendre après, tout ce qui m'attendait, et qui était, ok, maintenant je vois. C'est comme si j'ai l'impression de toucher le Graal, je touchais vraiment. Mais et après? Parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça exactement. C'est peut-être, enfin, le Graal, on sent cette perfection-là. Ok, tu l'as touché. J'ai bossé des nuits, des jours entiers pour trouver le son juste. Et une fois que tu l'as touché, ok. Et ça disait, et so what? Et maintenant? Et après? Peut-être la plus belle des choses, c'était justement peut-être de trébucher juste avant cette dernière marche. De me dire, attends, regarde tout ce qui va s'ouvrir ailleurs. Mais j'avais pas encore conscience de ça. Quand tu me décris ça, j'ai juste une pensée. Ton papa a suivi ça? Je sais qu'il l'a suivi de loin, c'était en streaming. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je l'avais dit à personne parce que... Pas de pression. Pas de pression. Ah oui. C'était trop... Mais en même temps, mes parents savaient que j'enchaînais quand même un peu les concours internationaux et tout. J'étais dans mon coin, je le faisais. Et puis, ça s'est su, évidemment, surtout quand j'ai été en finale. Et donc, j'ai su qu'il avait regardé en streaming, en direct. Et oui, mais heureusement que je le savais pas. Que je savais pas, bien sûr. Au secours. C'est encore pire. C'est sûr. C'est ça. Alors, on a bien vu, moi, je trouve d'abord merci pour la qualité de ton récit, la manière dont tu expliques les choses et qui sont parfois tellement difficiles à exprimer parce que ce ne sont que des choses qui se vivent de l'intérieur. Donc, mettre des mots sur tout ça, c'est pas toujours très simple. Il y a ton album. On va mettre en dessous de la vidéo, bien sûr, le lien. Il y a ton accompagnement à hypnose du musicien, qui n'est pas strictement réservé, encore une fois, aux musiciens. Ça s'appelle hypnose du musicien, mais pas que pour les musiciens. Tu pensais à quoi au moment où t'étais ailleurs? Oui. Tu pensais à quoi? Je crois à rien, c'est possible. Je sais pas si ça existe. J'ai vu que t'étais partie. Ouais. C'est parce que, oui, sur d'autres plans, mais du coup... il faut revenir au mot cognitif. Voilà, hypnose du musicien, donc qui n'est pas que pour les musiciens, c'est-à-dire que les gens qui veulent une consultation avec toi, c'est possible. Hein. Complètement. On est bien d'accord. Et avec immense joie, et justement, je propose plein. En fait, ce que j'aime, c'est aussi de proposer des manières d'accompagner qui sont totalement sur mesure. C'est ce que j'ai aimé. Sur mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la forme aussi, c'est sur 2-3 mois, où c'est vraiment... parce que le profil, souvent d'artiste, mais... On peut appeler ça, il y en a qui vont parler de haut potentiel, de sensibilité, de tout ce qu'on veut, peu importe les étiquettes, mais à un moment donné, on sent qu'on a tellement dans notre mécanisme singulier la réponse à ça, mais qu'il faut l'utiliser en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser la mécanique à succès de la personne et de s'adapter en termes d'accompagnement. Donc il y a cet accompagnement, il y a les CD avec en streaming sur toutes les plateformes, sur Spotify, toutes les plateformes. Exactement, ouais, Spotify et tout le reste. Voilà, il y a le documentaire, on parlait d'Arnaud Rioux, bah oui, et Touguen. Allez le voir. Ah, faut aller voir ça, évidemment. Ça, il peut aussi y avoir un avant, un après avec ce film, moi je trouve. Ouais. On n'est pas obligé d'aller, voilà, c'est aussi une expérience. Tous ceux qui l'ont vu ont été assez bouleversés. Il y a des dates d'événements, des dates de prestations, un récital, ça sera au Théâtre de Sens, c'est au mois de novembre, le 9 novembre à 20h30. On met le lien de réservation juste sous cette vidéo, donc allez-y. Et là, ça sera que du piano, évidemment, avec maintenant, j'aime raconter des histoires, utiliser de l'hypnose. Ah oui, donc tout ça est ponctué avec des... Exactement, oui. Avec des étapes et tout. Oui, du coup, si vous voulez vivre un concert différent, waouh, venez. Ah ouais. Il faut faire une captation de ça. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa, évidemment. Va bien. Le 20 novembre, disons, le mois de novembre, pour toi, il est... Ouais, c'est le rendez-vous du mois de novembre. Le récital au Théâtre de Sens. Et puis, le film, Les Prodigieuses. Oui, alors ça, c'est une histoire dingue aussi. C'est 2 pianistes. C'est parce que c'est l'histoire de 2 sœurs pianistes. Ça, c'est un film fiction basé sur une histoire vraie. Et on m'a demandé de venir faire la doublure des mains. Puisque, a priori, ça parle de pianisme, on voit pas mal de mains durant tout le film.
Et on m'a proposé ça l'année dernière. Et quand on m'a appelé au téléphone en me disant Hélène, est-ce que tu veux bien faire la BO aussi, il fallait jouer la BO, et puis faire le doublage main, coacher un peu les actrices, ça a parlé de 2 sœurs pianistes qui partent étudier en Allemagne et tout. Je fais, mais en fait, c'est mon histoire, que j'ai une sœur pianiste. Il faut savoir qu'on est deux pianistes dans la famille. On a été très proches, on a été au Conservatoire de Paris ensemble, on a fait notre prix en 2 pianos ensemble. Après, on est parti à l'étranger, dans des pays différents, on a eu des cheminements. Et tu parlais de ça, de cette ouverture. Parfois, il y a une personne dans la famille qui l'a, les autres pas, on sait pas pourquoi. Donc elle ne l'a pas? Eh ben, en tout cas. Pas autant que toi. Je sais même pas, en fait. Mais je pense pas à ce stade-là. Et puis moi, j'ai vraiment fait un peu tout valser, tout exploser. Mais du coup, c'était impressionnant quand j'ai lu le scénario. Et donc, ça se basait sur 2 sœurs qui jouent aussi à 2 pianos ensemble, et puis toutes les 2, ma sœur et moi, on est partis étudier en Allemagne. Enfin bref. Je lisais des pages du scénario, et puis ça parle de la relation au père et tout. C'est ton histoire. Mais je me suis dit, mais bon, évidemment, c'est une très très belle histoire qu'il faut aller voir. Une histoire vraie sur 2 sœurs jumelles, pour le coup. Donc après, ça parle de résilience plus, qui est très très beau. Mais c'était impressionnant, l'écho. Et c'est un très beau film, avec des très belles images de piano. Et puis, dans la série, il y en a jamais assez. Il y a les événements chaque premier samedi du mois. Ça se passe au Centre d'art et spiritualité de Sens. Sens. En Bourgogne, Sens, à 1 heure de Paris. Exactement. Dans tous les sens. Ça s'appelle Samaouma. Voilà. Samaouma, qui est ici. Je ne sais pas si on va le voir. On va essayer en plus, c'est la de zoomer violet. un petit peu. Ouais, t'as vu ça un peu comme c'est beau. Voilà. Hop, je vais le mettre ici, comme ça. Comme ça, voilà. On va faire un plan. C'est tout petit. Voilà. L'art comme art de vivre, bien-être, inspiration, ressources, les soirées musicales évidemment, les masters, coaching et autres, les stages et les ateliers, ce centre d'art et de spiritualité donc qui accueille tous les premiers samedis du mois. Hein. C'est ça, mais en fait, il se passe plein d'événements. C'est la réunion de la connaissance de soi, de l'art, et tous les premiers samedis du mois. T'es là-bas. Eh ben, ce samedi qui vient, on a Quentin Kaiser qui était au Grand Rex. En novembre, on a Jean-Paul Dessy qui était aussi au Grand Rex. Donc, on a du beau monde. Bon, voilà. Et on n'est pas très très loin du Moulin de Beaupré. Et on n'est pas très loin du Moulin de Beaupré. Exactement. Wow, on a venez en Bourgogne. Wow, venez en Bourgogne, exactement. On vous met évidemment tous les liens pour entrer en contact avec Hélène, toutes ces références musicales, les albums bien entendu, tous les liens aussi pour que vous puissiez la voir en prestation scénique. Et franchement, allez-y parce que au-delà de la musicienne et l'artiste qu'elle est, si effectivement vous pouvez ressentir presque une expérience transcendantale au travers de la musique et de ton accompagnement hypnotique, bah ouais, ça se vit. Exactement. C'est une expérience qui se vit. Le parcours initiatique d'une pianiste de l'âme. Ah bah super. C'est toi. Super, on a trouvé le titre. Ah, c'est ça, exactement. Enfin. Exactement. Très très beau. Guérir l'âme par la musique, et quand on dit que la musique adoucit les mœurs, bon bah là évidemment, c'est pas toi qui vas dire le contraire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été ravi de cet échange. Bah, merci à toi, ravi aussi. Merci beaucoup. Merci pour ton authenticité et merci d'avoir parlé avec autant de franchise et de sensibilité parce qu'il y a des sujets qui sont parfois difficiles à aborder, qui sont parfois difficiles à dire, à décrire. Et tu as su le dire et on sent le... Quelle serait donc la prochaine étape? Quel serait le rêve absolu pour Hélène Tissmann? Quel serait le rêve absolu? Ouais. Je crois qu'il n'y a plus de rêve absolu. C'est bizarre, hein, parce que... non. Mais dans le sens, il y a plein de petits rêves. Il y a plein de rêves du quotidien. Ouais. En fait, j'ai tellement l'impression de vivre le rêve. Ouais, c'est ça. Tu es déjà dans ce rêve. Encore plus de magie au quotidien. C'est-à-dire que moi, là, ce qui me fait kiffer, c'est chaque fois que je sens que la magie est à l'œuvre. C'est-à-dire que il y a cette rencontre entre l'esprit et la matière et que on ne sait pas si on rêve éveillé, si on est, voilà, selon les chamans, on serait dans un grand rêve et puis c'est plutôt on se réveille justement quand on passe de l'autre côté, d'être encore plus là-dedans. Mais il y a plein de rêves. Moi, je suis en train d'écrire un livre, donc déjà ça c'est un rêve, c'est de le publier. J'ai adoré faire du cinéma, faire encore plus, partager, transmettre encore plus par les concerts. Mais c'est vrai que c'est cet avant-après, il n'y a pas d'aller vers, c'est ce qui se vit et déjà... Je trouve que tu symbolises et incarnes parfaitement le mot artiste. Ah ouais. Pour le coup, là,
Je pense pas qu'on puisse... Non, mais c'est vrai, entre l'écriture, la musique, l'accompagnement spirituel... Je suis bien d'accord. Tu vois, la palette est quand même... Tu sais, j'aime bien quand même qu'on le mentionne, parce que tu demandais qui vous a inspiré, et il y en a un que j'ai pas mis, très improbable, qui est pas du tout... mais qui est justement un cinéaste, Claude Lelouch. Ah. Et il disait, les artistes sont les chouchous de Dieu. Et en fait, c'est juste... Et puis, ça fait référence... Enfin, moi, ça me fait toujours référence... Les films de Lelouch, pourquoi j'adore, c'est qu'on sait plus qu'est-ce qui est de la fiction, de la réalité. Pour moi, c'est ça l'artiste. C'est pour ça qu'on est tous... En fait, on est tous des chouchous de Dieu, justement. On est tous... simplement, c'est comme on pourrait se dire, on est tous chamans, on est tous... Mais il y en a certains qui vont venir avec un peu plus peut-être d'expertise, le révéler à chacun et montrer, regardez comment vraiment vous l'êtes. Et Louis Jouvet disait mettre un peu plus d'art dans sa vie, un peu plus de vie dans son art. Mais l'artiste, oui, fondamentalement, en fait, c'est quoi l'art? C'est le moyen. C'est un moyen de, étymologiquement parlant, l'art, c'était le moyen de, l'art de. Et peut-être ce qui est bizarre, c'est qu'on en a fait une finalité. C'est pour ça que c'est fait bizarre aussi de dire, je sais pas ce que c'est être artiste ou faire de l'art. C'est pas une finalité, c'est un moyen, en fait, de vivre. C'est pour ça que c'est un art de vivre. Oui, c'est une philosophie de vie. Bah ouais. Donc moi, je crois qu'on l'est profondément tous. Et quand on prend conscience qu'on a ce pouvoir, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on est de notre pure création. Wow. Voilà. Merci infiniment. Merci à toi, Marc. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Et puis, encore une fois, commentez, partagez avec bienveillance. Et je sais que vous serez sensible à tout ce qui a été dit pendant cette émission. Et on va lire vos commentaires. Merci à tous et à très vite. Salut.